Alors notre invité aujourd'hui vient de Normandie, c'est un homme de loi, il est plus précisément avocat inscrit au barreau de Rouen. Il maîtrise le sujet et le verbe avec habileté. Vous êtes le porte-parole du mouvement des Gilets jaunes à Rouen donc, et depuis la mi-décembre, vous écumez les plateaux de télévision et les studios de radio pour faire entendre leur voix notamment. Vous êtes l'auteur d'un appel à la grève générale illimitée qui a été lancé le 5 février dernier. François Boulot, bonjour. Bonjour à vous. Oui, bien sûr. Pour ce qui concerne les Gilets jaunes à Rouen, en réalité, très rapidement, dans les premières réunions publiques dans lesquelles j'ai eu l'occasion de prendre la parole, j'avais indiqué que la stratégie et l'objectif étaient, pour gagner le rapport de force politique qui se joue aujourd'hui, d'arriver à un blocage de l'économie, puisque malheureusement, le pouvoir exécutif n'entend que cela. Pour bloquer l'économie, vous avez deux possibilités. Soit vous bloquez la consommation, soit vous bloquez la production. La consommation, c'est ce qui a été fait dès le début du mouvement avec les barrages filtrants, les opérations péage gratuit, les blocage de zones commerciales. Toutes ces actions sont illégales, si bien que vous ne pouvez pas les enraciner, puisqu'évidemment les forces de l'ordre interviennent et délogent. Mais effectivement, dans l'action, je pense que le seul moyen de s'enraciner et d'arriver à un blocage de l'économie pour qu'enfin le pouvoir exécutif entende, c'est la grève. Pour un 5 février, arriver à mobiliser 300 000 personnes, c'est quand même déjà très encourageant quand vous parlez du fait que ce ne serait pas un succès. Et évidemment que c'est très compliqué de se mettre en grève, parce que vous l'avez compris, les gens se battent pour leur pouvoir d'achat. Il y a une volonté effectivement d'enraciner le mouvement par la grève. Vous avez les petits commerçants, mais vous avez également des salariés qui sont gilets jaunes. Je rappelle que ça rassemble vraiment toute la classe moyenne. Qu'avons-nous obtenu, madame, depuis le début? La stratégie de la grève n'a pas vocation à se substituer à toutes les autres formes d'action qui ont été utilisées depuis le début du mouvement. Donc les mobilisations du samedi continueront. Il s'agit simplement d'essayer d'amplifier le rapport de force politique qui se joue. C'est très encourageant. Un mois de février, c'est quand même pas la période idéale pour lancer la grève générale illimitée. Les chiffres sont très encourageants et je dis que dans les jours et les semaines à venir, nous allons continuer à construire cette volonté de parvenir à la grève générale. Nous avons opéré une alliance d'opportunités avec les syndicats, ce qui n'était pas forcément gagné. On a très peu confiance dans les organisations au niveau national des syndicats. En revanche, nous savons fort bien quel est le courage, la détermination et la mobilisation des syndiqués sur les bases. Et donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de construire un dialogue, de voir que nous convergeons sur le sens des revendications qui tendent à dénoncer l'injustice fiscale et sociale. Mais évidemment, tout cela prend du temps. Mais nous avons un horizon et nous allons continuer à construire ce rapport de force. Et j'ai eu des retours très positifs, des gens qui effectivement se disent que c'est ce moyen-là qui à terme permettra de remporter la victoire et de gagner le rapport de force. Maintenant, comme je le dis, ça n'a pas vocation à se substituer aux autres modes de mobilisation, mais il faut que nous travaillions à parvenir à ce but, à cet objectif de grève générale illimitée. Il est évident que dans l'histoire, nous savons fort bien que nous arrivons plutôt à cet objectif au mois d'avril ou au mois de mai. Plus la politique que nous subissons aujourd'hui depuis des années continue à être menée, et plus les gens s'appauvrissent. Et donc c'est déjà très dur aujourd'hui. Tout le monde en a bien conscience de se mobiliser, mais plus nous attendrons et plus ce sera difficile de se mobiliser parce qu'ils vont continuer à nous faire les poches, et notamment à commencer par la réforme du régime des retraites qui va impacter tout le monde de manière extrêmement négative. Je pense que tout le monde l'a compris. C'est un sacrifice à faire aujourd'hui pour un avenir meilleur demain. Aujourd'hui, le mouvement est soutenu sur le fond des revendications entre 75 et 80%. À Rouen, nous étions 6 000 à manifester mardi. Nous étions extrêmement nombreux samedi dernier. La détermination des gens est extrêmement importante. Ne sous-estimez pas une chose. Il s'est passé dès le 17 novembre 2018 une révolution dans les esprits. Voilà des gens qui depuis des années étaient isolés et se sentaient impuissants, ont décidé de se réunir sur les ronds-points et ont compris qu'ensemble, ils constituaient une force collective et qu'ils pouvaient enfin devenir maîtres de leur destin. Voilà ce qui est en train de se passer, et ces gens qui ont décidé de relever la tête ne la baisseront pas parce que maintenant l'idée est ancrée dans leur esprit. Il est temps qu'ils reprennent leur destin en main, et je peux vous dire qu'ils seront déterminés. Et preuve en est, nous sommes à 2 mois et demi, plus de 2 mois et demi de mobilisation en plein hiver. Le mouvement est historique, on n'avait pas vu ça depuis des années et des années. Je ne supporte pas les injustices, je ne veux pas vivre dans un océan de malheur, et ce qui m'insupporte encore plus au-delà de l'injustice, c'est quand elle est conjuguée à la bêtise. Aujourd'hui, il y a des solutions si simples pour améliorer la vie de tous les gens il faut se mobiliser, et c'est le rôle des classes moyennes supérieures. Par exemple, dans ma profession, vous voyez, beaucoup déplorent d'avoir... Vous êtes avocat, oui, pour les auditeurs. pardon, d'avoir une image de nanti, mais en réalité, vous n'avez cette image que si vous restez dans votre petit confort individuel et que vous n'aidez pas ces gens. Quand vous êtes avocat et quand j'ai prêté serment, j'ai compris que nous étions, a priori, l'un des gardiens du temple, des libertés publiques, que nous devions porter la parole pour ceux qui sont démunis et qui ne savent pas la porter, qui ne savent pas exprimer clairement. Et donc, nous devons aussi parler pour eux, et c'est ce que j'essaye de faire, c'est de rassembler tout le monde, de fédérer tout le monde. Nous devons sortir du coma politique, nous devons enfin réinvestir
la politique. Je suis en train effectivement d'essayer de défendre mes convictions et je crois qu'il n'y a pas plus noble cause que cela. Aujourd'hui, moi, ça m'est insupportable que dans la 5e ou 6e puissance économique du monde, nous comptions 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1 000 euros par mois. Nous comptons 140 000 SDF. Comment pouvons-nous supporter cela? Il y a des solutions simples, encore une fois, que nous pouvons mettre en œuvre de manière très rapide et c'est la raison pour laquelle il faut se mobiliser. Je dis un mot simplement par rapport au mandat que j'ai reçu. Très simplement, je ne me suis jamais senti autorisé à m'exprimer dans les médias tant qu'on ne me l'avait pas demandé. Et c'est la raison pour laquelle, à la suite de réunions publiques, où j'ai exprimé quelle était la pensée, la stratégie, les objectifs et le fondement des revendications, eh bien, les gens du rond-point de la Motte sur lequel j'étais présent m'ont demandé d'être porte-parole et puis ensuite ça s'est fait également sur les 2 autres ronds-points. Je ne me suis pas imposé, voilà, tout simplement et c'est très important parce que le mouvement naît en grande partie de la défiance absolue qu'il y a envers leurs représentants politiques, de droite comme de gauche, qui depuis 40 ans ont trahi la population et donc vous avez un mouvement horizontal avec la volonté des gens de ne pas se laisser déposséder de leur pouvoir de décision. C'est pour ça que je ne suis pas un leader, je ne suis pas un représentant, je suis un messager qui a vocation à défendre le mouvement auprès des médias. Les différentes personnalités que vous avez citées, c'est-à-dire d'un côté Éric Drouet et Maxime Nicole par exemple, et puis de l'autre Jacqueline Moreau, permet exactement de définir quelle est la ligne de division aujourd'hui entre ceux qui font partie du mouvement des Gilets jaunes et ceux qui n'en font plus partie, qui s'en sont de fait exclus. Éric Drouet et Maxime Nicole, quoi que l'on puisse dire d'eux, ce sont des gens sincères et qui œuvrent dans l'intérêt du collectif. Le collectif des Gilets jaunes, ils œuvrent effectivement pour tenter d'obtenir un changement de la politique. Éric Drouet n'a jamais appelé à la moindre violence. Quand il utilise d'ailleurs, c'est pas lui, il s'en défend d'avoir utilisé le mot soulèvement. Le communiqué, je crois, a été supprimé très rapidement après être paru. Et il a précisé ensuite à plusieurs reprises que effectivement le mot soulèvement était hasardeux, maladroit et qu'il entendait rétablir les choses en disant qu'il n'est pas question de s'inscrire dans une autre forme de mobilisation que des formes pacifiques. Donc il met les choses au clair. Et pour revenir sur la question donc des personnalités, voilà, moi je soutiens toutes les personnes qui sont dévouées à la cause et qui œuvrent pour l'intérêt collectif du mouvement. Et il y a effectivement d'autres personnalités, Jacqueline Moreau en est une, et bien qui, à l'évidence, ont essayé de tirer parti, me semble-t-il, du mouvement dans un intérêt personnel. Elle crée un parti politique, je dirais que c'est tout à fait antidémocratique. Comment voulez-vous lancer une initiative politique sans avoir l'avis au moins majoritaire d'un mouvement et des gens que vous prétendez pouvoir représenter? Vous avez là une initiative qui fait que dès lors que vous n'avez pas le soutien au moins majoritaire, et en l'état, vous avez même une quasi-unanimité des Gilets jaunes qui sont contre à cet instant une structuration politique, notamment en vue des élections européennes. Une liste européenne s'inscrit en contradiction directe avec les objectifs du mouvement puisque le Parlement européen n'a aucun pouvoir alors que le mouvement tente à obtenir des avancées concrètes et immédiates pour améliorer la vie des gens. Deuxième élément, chacun a compris en termes de stratégie politique que des listes, une ou des listes Gilets jaunes, viendraient plutôt affaiblir les partis d'opposition et donc mécaniquement renforcer le parti de la majorité. Quand vous êtes dans une mobilisation qui vise précisément à contester la politique menée par le pouvoir exécutif, il est bien évident qu'une manœuvre qui va venir le renforcer n'est pas tout à fait opportune. Ce qui m'inquiète un peu, c'est le chapitre qui lui est donné par la voix de toutes les chaînes d'infos. Un Macron show, c'est ça. Voilà, qu'on voit à longueur de journée. Les Gilets jaunes étaient représentés par diverses paroles, qu'ils étaient en débat contradictoire face à des éditorialistes ou des interviews de journalistes, voire des contradicteurs politiques, puisqu'il y a eu des débats face au député La République En Marche. Donc vous aviez un débat public qui était contradictoire. Là, on donne une parole où c'est quasiment un monologue du président de la République. Au point où on en est, la prochaine étape, c'est peut-être d'installer des haut-parleurs dans toutes les rues et puis on entend pendant 24 heures sur 24 le président de la République. Ah oui, c'est ça, et voilà, on a des commentaires donc pour nous expliquer que il est formidable, il parle pendant 6 heures, pendant 7 heures, quel courage, etc. Non, la question c'est celle du fond. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Dans quel cadre s'exerce le grand débat national? Parce que effectivement, il est en train de mener campagne pour les élections européennes et j'espère que la commission qui est en charge de contrôler effectivement les temps de parole va se pencher très sérieusement sur ce cas parce que il y a un problème d'équité dans la parole qui est donnée par rapport aux règles qui sont celles dans le cadre des campagnes électorales. Je veux simplement dire un mot avant votre question, madame. La question est celle du fond et du verrouillage du grand débat national.
Nous savons d'ores et déjà, puisque les membres du gouvernement nous ont indiqué que quoi qu'il arrive à l'issue du grand débat, rien de ce qui a été fait depuis 18 mois ne serait détricoté. On en a eu la confirmation au terme de la lettre du président de la République qui nous dit de toute façon, les dispositifs fiscaux, je ne les remets pas en question. De toute façon, il faut baisser la dépense publique, puisqu'il nous dit comment voulez-vous baisser la dépense publique. Mais qui lui a dit que nous voulions baisser la dépense publique? Baisser la dépense publique, bien sûr qu'il y a toujours des économies qui peuvent être faites ici ou là. Simplement, dans sa bouche, nous savons que les baisses de dépenses vont concerner nos services publics essentiels, c'est-à-dire la police, la justice, la santé et l'éducation. Ces services publics sont à l'os aujourd'hui. Vous avez un record déjà du nombre de suicides depuis le début de l'année dans la police. Vous avez des personnels de soins qui se suicident. Ces gens-là ne se suicident pas par hasard. Ils le font parce qu'ils ne peuvent plus supporter leur charge de travail. Et si vous écoutez les personnels de santé, ils vous expliquent qu'en réalité, les mesures qui sont annoncées vont encore paupériser le service alors que les services publics n'en peuvent plus. Je peux vous parler, si vous le souhaitez, du service public de la justice, où on vient de faire passer une réforme prétendant moderniser les institutions. Vous voulez savoir quel est l'état de la justice aujourd'hui? Notre budget est de 7 milliards. Il est 2 fois inférieur à celui de l'Allemagne. Notre justice est en voie de clochardisation. On nous parle de modernisation. Nous avons une plateforme qui s'appelle le RPVA pour communiquer avec les tribunaux. Cette plateforme est en panne les 3/4 du temps. Et on communique de manière électronique, mais vous savez quoi? Les tribunaux n'ont à ce point pas de budget que nous sommes obligés d'imprimer nous-mêmes les écritures pour pouvoir leur envoyer, parce qu'ils n'ont même pas le budget papier. Vous avez eu au mois de mars-avril une mobilisation sans précédent de la profession et des magistrats, et à la suite de cela, eh bien, a été organisée une concertation entre nos instances nationales et le gouvernement. Pendant 6 mois, des discussions ont été opérées, des modifications du texte ont été entreprises, et au final, que s'est-il passé? Le gouvernement a fait repasser exactement le texte initial qui avait été prévu, et nous nous sommes entendus dire par la ministre de la Justice que nous, professionnels du droit, n'avions pas bien lu le projet et ne l'avions pas bien compris. Voilà ce qu'on nous rétorque, voilà c'est le mépris qu'affichent ces gens à l'égard des professionnels du droit, c'est vous dire le mépris qu'ils ont à l'endroit du peuple. En réalité, c'est un simulacre de concertation qui s'est opéré, et nous ne pouvons donc pas dialoguer avec ces gens-là. Moi, je serais le premier à aimer dialoguer et à pouvoir négocier, mais ces gens-là ne veulent rien entendre. C'est toute la difficulté. Je peux venir, si vous le souhaitez, sur la dette publique. C'est l'un de mes sujets favoris, donc ne vous inquiétez pas, j'ai des choses à dire. Premièrement, ne trouvez-vous pas paradoxal qu'on nous explique qu'une règle de saine gestion budgétaire est celle qui consiste à ne pas dépasser les 3% de déficit? Donc nous avons le droit de faire des déficits. Concrètement, nous avons donc droit tous les ans d'adopter un budget qui n'est pas à l'équilibre, qui va donc être en déficit et qui va venir augmenter la dette publique. Et à chaque fois qu'il y a une dépense à faire, on nous fait oulala, dette publique, 100% du PIB, nous n'avons pas les moyens. Mais ça fait donc 45 ans maintenant que notre budget n'est pas à l'équilibre. Ensuite, nous pourrions très bien, économiser une somme considérable qui tient aux intérêts de la dette publique, qui nous coûte 40 milliards d'euros d'intérêts par an, qui constitue le deuxième poste de dépenses de l'État. Pour donner des chiffres, le premier poste de dépenses, c'est l'éducation nationale à hauteur de 65 milliards et le budget total des dépenses de l'État est d'environ 320 milliards. En réalité, cette situation des 40 milliards d'un... Donc salut à tous, et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne où il y a tout à dire, évidemment tout à faire, hein. Donc c'est un petit peu sous-entendu, donc merci beaucoup de partager cette vidéo, et aussi n'hésitez pas à mettre des commentaires, ils seront bienvenus, modérés, mais bienvenus, voilà, hein. Démocratie pour tous, maintenant.